Chaque manga shonen digne de ce nom possède un combattant au corps à corps dit légendaire, le meilleur de son verse, celui qui ne répond que par le noble art des poings et des pieds, celui qui n'utilisera jamais d'armes, celui qui a forgé son physique à la sueur de son front, les bonhommes comme j'aime les appeler. Le combat rapproché est plus qu'un style, c'est un rite, c'est là que les mots s'effacent, que les armes tombent parfois. On peut citer par exemple la ribambelle de combattants dans le manga Baki, tous aussi atypiques avec leur propre style de combat à main nue. J'aurais pu également citer notre chauve préféré Saitama, mais on connaît tous déjà sa place dans ce genre de top. Ne m'en voulez pas, mais je veux parler du GOAT de l'œuvre, mon roi, Garou, le seul qui a regardé dans les yeux Saitama et l'a fait suer un minimum. Je veux aussi parler de plein d'œuvres dont j'ai jamais abordé sur la chaîne, alors ne m'en voulez pas si je suis pas précis dans ce que je dis. Mais j'ouvre le bal avec quelqu'un que vous connaissez très bien, le seul non humain de ce top, mon petit prince, Akaza, la troisième lune supérieure. Bref, on est parti pour ce petit top. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si tu veux une partie 2. Il est des guerriers dans chaque coup est une prière. Chaque geste un manifeste de la rage contre la fatalité. Akaza en est l'ultime incarnation. Le style destructeur d'Akaza est un art martial créé par lui-même, basé sur ses pouvoirs sanguinaires et sa soif de combattre des adversaires toujours plus forts. Il ne dépend ni de sabre, ni de technique héritée, mais de l'instinct pur d'une bête enragée, d'un démon, et c'est le cas de le dire. Ce style est un dérivé démoniaque de son style d'humain, le Soryu, un art du poing chinois inspiré. Il pratiquait en tant que Akuji, son identité humaine avant de devenir Akaza. Le démon possède un des pouvoirs les plus sous-estimés et pourtant les plus terrifiants du manga, la boussole. Cette technique lui permet de percevoir le Toki, soit l'intention meurtrière émise par ses adversaires, à la manière d'un radar prédictif. Cela signifie qu'il anticipe chaque mouvement, chaque esquive, chaque frappe, même les plus rapides. Il évite les attaques de sabre à bout portant, non par réflexe, mais par lecture du flux vital. Il peut combattre en aveugle, ou même en désavantage numérique, tant son système sensoriel est affûté. Akaza vit et respire dans le mouvement. En plus d'incarner un certain équilibre entre puissance, vitesse, résistance et précision, étant un démon, il peut se régénérer instantanément. Et si vous pensez que lui trancher la tête suffirait, sachez que sa volonté de combattre est si forte qu'il peut se mouvoir même sans tête. Il continuera perpétuellement de se battre, même sans bras, sans jambes, sans visage, sans peur. Il peut également frapper à distance en générant une rafale de coups de poing, envoyant des flux d'énergie. Ces techniques ne laissent aucun angle mort. Il ne frappe jamais au hasard. Chaque attaque est calculée, mesurée, ciblée. Lors du duel contre Rengoku, il analyse le souffle et le rythme de son adversaire pour caler ses assauts entre les ouvertures. Ce qui rend Akaza unique, c'est qu'il ne se bat pas pour tuer. Il se bat pour honorer l'art du combat. Il respecte profondément ses adversaires, au point de leur proposer l'immortalité pour qu'ils continuent à progresser lorsqu'il les juge dignes comme il l'a fait avec Rengoku. En cela, Akaza est un samouraï inversé, un guerrier qui, bien que démon, poursuit l'élévation par le combat, non par destruction, mais par transcendance. Il y a ceux qui se battent pour sauver, il y a ceux qui se battent pour détruire, et puis il y a Garou, qui se bat pour défier le concept même de destinée. Garou n'est pas un simple combattant, il est le cri d'une révolte, un homme qui brise les dogmes et les archétypes par l'affinement de son art. Là où la plupart des héros reçoivent un pouvoir, lui, il le construit. Il est un chef-d'œuvre d'évolution constante. Il absorbe, analyse, assimile et sublime l'art martial, comme un organisme qui évolue en temps réel. Garou est le disciple déchu de Beng, maître du point de l'eau. Et très vite, il dépasse ce style et tous les autres. Sa capacité est simple, il apprend instantanément des techniques de ses adversaires. Il évolue à chaque affrontement, au point que plus il combat, plus il devient imbattable. Le point de l'eau est un style fluide, circulaire, basé sur l'esquive, la contre-attaque et l'utilisation du flux des mouvements adverses. Quand Garou entre dans son état semi-monstre, puis monstre cosmique, ses capacités physiques deviennent surhumaines, sans jamais sacrifier son art martial. Il conserve l'intelligence de combat, contrairement à la plupart des monstres. Ses coups deviennent cosmiques dans leur portée, sans perdre l'intimité du duel. Sa mémoire kinesthésique est telle qu'il peut copier des techniques à la première observation. Dans One Punch Man, Garou fait jeu égal avec les forces de la nature incarnée. Mais contrairement aux autres, il ne dépend que de ses points. Il esquive des attaques à vitesse hypersonique. En forme monstrueuse, il fracture l'espace-temps, combat à l'échelle planétaire contre Saitama et manipule des vecteurs d'énergie cosmique. Garou se relève des pires blessures. Sa volonté est quasiment impossible à briser, sauf quand il se rend compte à quel point le fossé avec Saitama est grand. Tous deux ont la capacité d'évoluer en temps réel, et celle du chauve capé le surclasse largement. Contrairement à Saitama, Garou ressent tout. C'est dans cette douleur qu'il grandit. Garou se bat contre le système du bien et du mal. Il veut prouver que n'importe qui peut devenir un monstre si le monde le rejette assez fort. Il devient la voix des opprimés, celui qui montre que toute force peut devenir justice selon celui qui la manie.
Que se passe-t-il quand l'homme dépasse les limites de son corps sans cesser d'être un homme? Kengan Ashura n'est pas un univers fantastique. C'est un monde où la vérité d'un combat se décide à main nue, dans des arènes secrètes, par des duels, entre combattants surentraînés. Pas de super pouvoir, pas de ki destructeur, seulement la technique, la stratégie, la volonté et la chair. Dans cette jungle martiale, Oma s'élève au sommet. Tokita Oma est le dernier successeur du Nico style, un art martial fictif, mais profondément inspiré des plus grands styles du monde réel. C'est une philosophie de guerre complète, divisée en 4 grandes branches. La redirection kata, inspirée du judo, du tai chi et de l'aïkido. Il permet de retourner la force de l'adversaire contre lui-même, de déstabiliser sans s'exposer, en jouant sur les points d'équilibre. Le water kata, proche du Wing Chun ou du Bagwazong. Il permet à Oma de s'adapter en temps réel, de briser les défenses par des frappes ondulatoires. Le Flamme Kata, style offensif pur, très proche du karaté Kyokushin et de la Muay Thai. C'est des frappes explosives. Il est utilisé pour des finishes brutaux, visant les organes. Enfin, le Adamantine Kata, la défense absolue. Une armure humaine qui bloque, absorbe ou redirige même les coups les plus puissants. Oma Tokita n'est pas un style, il est le style. Oma n'est pas un corps, il est un cerveau martial. Il identifie les styles et leurs failles aux premiers échanges. Il crée des contre-techniques inédites pendant le combat. Comme exemple marquant, on peut citer son affrontement contre Rayad, un tueur surpuissant et instable. Oma ne gagne pas en frappant plus fort, il gagne en déjouant ses instincts, en l'usant mentalement, en appliquant le Nico style comme un échiquier vivant. Le Advance est une capacité interdite qui pousse les limites de son corps au bord de l'autodestruction. Accélération massive du métabolisme, réflexe, force et vitesse décuplée. Le prix, une mort potentielle. Mais Oma apprend à le maîtriser. Il dompte la bête, là où d'autres sont dévorés, lui en fait une arme. Oma ne se bat pas pour être plus fort, il se bat pour ne pas perdre. Baki ne se bat pas pour la gloire, ni pour le pouvoir. Il se bat parce que c'est son langage. Le combat est sa respiration. Le duel, sa prière. Et le point, son argument le plus sincère. Il est le fils de Yujiro Hanma, considéré dans son monde comme l'être vivant le plus fort de la planète. Un titan capable de faire trembler l'armée américaine à main nue. Dès sa naissance, Baki n'a pas eu le droit d'être un enfant. Il fut un projet, un rival. Yujiro ne voulait pas d'un fils, il voulait d'un combattant capable de le surpasser. Ainsi, Baki ne se bat pas comme les autres, car sa quête n'est pas seulement d'être le plus fort, c'est de battre un dieu avec un corps d'homme. Dans l'œuvre de Keisuke Itagaki, le réalisme est transcendé. Baki est le résultat d'une synthèse martiale totale. Il ne possède pas un style, il les possède tous. La maîtrise du jujutsu et du grappling. Lors de son combat contre Retsu, il démontre une maîtrise parfaite des techniques de strangulation et de déséquilibre issues du jujutsu traditionnel japonais, du sambo-russe ou encore du catch. La maîtrise de la boxe qu'il démontre principalement lors de son combat face à Muhammad Ali Jr. La maîtrise des arts martiaux traditionnels comme le karaté, le kung-fu, le kempo, etc. Entraîné dès l'enfance par des maîtres de toute discipline, Baki intègre des mouvements issus du Shotokan, du Kyokushin ou du ninjutsu. Baki a certainement l'instinct le plus aiguisé de cette liste. Il peut prédire les attaques via la lecture musculaire, à la manière d'un animal sauvage, ressentir les intentions adverses et adapter son souffle, son rythme cardiaque, son tempo corporel à celui de son adversaire, comme une danse. Dans son combat contre Pickles, un homme préhistorique, Baki ne cherche pas à imposer une technique moderne, il laisse parler son instinct de chasseur. Le manga est très visuel. Baki, comme tous les combattants de son monde, est anatomiquement à réinventer, mais pas de manière caricaturale. Chaque muscle, chaque fibre, chaque tendon a une fonction unique optimisée pour le combat. Baki remet sans cesse en question sa position. Il affronte des monstres pour découvrir ce qui sépare l'homme de la bête. Il explore la peur, l'orgueil, le silence, l'humilité par l'échange de coups. Quand un homme sans don naît dans un monde de miracles, il ne lui reste qu'une voie, faire de son corps un miracle. Gai Maito ne possède ni Sharingan, ni Byakugan, aucune invocation sacrée, aucun pacte. Il n'a que ses poings et sa volonté, et pourtant, il a fait trembler Madara Uchiwa. Gai Maito est un paradoxe vivant, dans un univers régi par les arts occultes, les techniques héréditaires, les invocations. Il est l'un des seuls personnages principaux à se battre sans chakra, sans don inné. Et pourtant, c'est lui que le monde retient comme le plus fort combattant au taijutsu. Dans l'univers de Naruto, les combats se divisent en 3 grands domaines. Le ninjutsu, à savoir la manipulation du chakra. Le genjutsu, qui est l'illusion mentale. Enfin le taijutsu, le combat au corps à corps. La majorité des personnages mêlent les 3. Mais Gai, comme son élève Rock Lee, refuse toute forme de tricherie génétique. Il repousse le taijutsu à son paroxysme. Et ce que l'on considère comme un art secondaire, il le transforme en science absolue. Les Hachimon Tonku ou 8 ports sont le fondement de sa puissance. Ce sont des verrous biologiques internes qui limitent naturellement les
l'énergie du corps humain afin d'éviter la surchauffe. Guy les ouvre une par une, brisant volontairement les limites naturelles du corps humain. Les 8 portes sont les suivantes. La porte de l'ouverture, Kaimon. La porte du repos, Kyumon. La porte de la vie, Seimon. La porte de la douleur, Shomon. La porte de la clôture, Tomon. La porte de la vision, Keimon. La porte de l'émerveillement, Kyomon. La porte de la mort, Shimon. Lorsqu'il ouvre la 8e porte face à Madara, le monde s'arrête. Et Madara annonce « Tu es le premier depuis Hashirama à me procurer de l'excitation. Moi, Madara Uchiwa, je te déclare comme étant le plus fort. » Et là, on ne dit pas fort pour un humain. Pas fort malgré ton handicap. Le plus fort. Point. Contrairement à des techniques comme le Rasengan ou l'Amaterasu, les attaques de Guy ne sont pas faites de chakras condensés, mais de pression, de vitesse et de physique pure. C'est une onde de choc, pas une technique magique. Cela signifie que même les êtres insensibles aux chakras peuvent être pulvérisés. Dans un monde où tout semble dicté par les lignées, les héritages divins et les dons naturels, Guy rappelle que la volonté humaine, portée à son paroxysme, peut défier les lois de l'univers. Lorsqu'un dieu se dresse contre l'humanité, l'homme qui répond n'a besoin d'aucune arme, car ses poings sont déjà une rébellion divine. Adam, le père de l'humanité, l'homme sans péché, mais aussi l'homme sans égal. Dans Record of Ragnarok, chaque représentant de l'humanité est choisi pour incarner l'essence de son époque ou d'un idéal humain. Mais Adam n'est pas seulement un combattant, il est l'archétype, le prototype, l'homme à l'état pur, créé à l'image de Dieu, sans la moindre altération. Cela signifie pas de faiblesse, aucun défaut génétique, une perfection totale du corps. Le pouvoir d'Adam est aussi simple que terrifiant. Il peut copier n'importe quelle technique qu'il voit, instantanément, avec plus de fluidité que son créateur. Dans le manga, ce pouvoir est baptisé les yeux de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'imiter, il réplique, assimile et perfectionne. Quand Zeus frappe, Adam réplique. Quand Zeus accélère, Adam l'égale. Et à un moment donné, même Zeus commence à perdre du terrain. Il bloque avec ses poings nus les coups de Zeus sous sa forme la plus puissante, Adamas, le dieu de la guerre. Il brise l'air, distord la pression atmosphérique et fait trembler l'arène avec des frappes qui rivalisent avec les divinités les plus anciennes. Grâce aux yeux de Dieu, Adam voit les attaques avant qu'elles n'arrivent. Il anticipe chaque mouvement de Zeus comme s'il lisait un manuel d'instruction. La danse du temps de Zeus, répliquée. Les coups multidimensionnels, contrés. Il est un miroir absolu qui n'a aucune limite tant que ses yeux sont ouverts. Puis vient le sacrifice ultime. Le plus incroyable, ce n'est pas qu'Adam rivalise avec un dieu, c'est qu'il continue à se battre alors qu'il est déjà mort. Ses yeux fondent, brûlés par la surcharge d'images à reproduire. Ses organes internes sont détruits. Il ne voit plus rien, mais il continue à frapper, à contre-attaquer, à défendre l'humanité à l'aveugle. Même sans mes yeux, je peux encore défendre mes enfants. Il ne perd pas parce qu'il est plus faible. Il s'effondre parce qu'il a donné tout ce qu'un humain peut donner, et plus encore. Bon voilà, nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Désolé si parfois j'ai dit des bêtises, mais je maîtrise pas toutes les œuvres citées. N'hésite pas à me proposer d'autres combattants pour une partie 2. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Du coup, si tu peux t'abonner, like et pour me soutenir, ça me ferait grave plaisir. Tous mes réseaux sont en description. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.